du pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. La première ministre appelle à la responsabilité internationale. La COP29, les travaux se sont ouverts à Bakou, à Azerbaïdjan aujourd'hui. Le cadre légal et opérationnel de la gouvernance électorale se doit être amélioré. La Commission électorale nationale indépendante évalue le processus électoral pour des pertinentes recommandations. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La santé et l'éducation, deux secteurs clés à capitaliser dans les répartitions du budget 2025. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a encouragé les membres de la commission socio-culturelle à travailler pour l'amélioration du social des Congolais. C'était lors d'une visite surprise à la Chambre basse du Parlement avant de visiter le cabinet du rapporteur Jacques Njoli, rénové les détails avec Anim Balaga. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Njoli, a rendu une visite surprise à la commission socio-culturelle qui tenait sa troisième réunion le 11 novembre 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. C'est pendant qu'il faisait la ronde des quelques locaux récemment réhabilités par le bureau de l'Assemblée nationale que le speaker de la Chambre basse du Parlement a débarqué dans la salle de banquet à la surprise et joie de tous les membres de cette commission. Sur place, le président Vital Kamerhe a prodigué quelques conseils en les appelant à travailler dans l'harmonie. Il a par la suite donné quelques orientations sur le travail que le bureau de l'Assemblée nationale attend de cette commission, l'une des plus importantes. Il faut entretenir l'homme. Nous devons mettre le moyen pour relever les secteurs de la santé et de l'éducation. J'ai instruit les membres de l'ECOFIN pour que ces deux secteurs puissent bénéficier de beaucoup de moyens dans le budget 2025, a déclaré le président de l'Assemblée nationale. Peu après cette visite surprise, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé dans son bureau avec les membres du bureau de la commission socio-culturelle conduit par l'honorable Dorothée Madia, venu lui faire part de l'organisation interne de cette commission permanente qui comptera en premier lieu 4 sous-commissions, à savoir santé, éducation, travail et la sous-commission culturelle. En ce qui concerne la commission socio-culturelle, nous avons 3 sous-commissions pour l'instant. Mais au regard de l'importance de cette commission qui s'occupe de tout ce qui est social du Congolais, donc il a été question qu'on puisse élargir, donc on en aura 4, la sous-commission relative à la recherche scientifique. Les membres de la commission ont fait le choix de sous-commissions dans lesquelles ils veulent travailler. Mais pour l'installation de bureaux de sous-commission, nous avons reçu l'orientation du président. Il nous a été clairement demandé de ne pas limiter les ambitions. Donc les choses se feront de manière consensuelle en tenant compte des critères évidemment d'équilibre, et les genres bien entendu, et puis d'autres critères de la compétence. Le professeur Vital Kamerhe a donné sa vision par rapport à cette commission et a rassuré aux membres de son bureau de tout son appui. Le 11 novembre, l'Angola a célébré le 49e anniversaire de son indépendance, occasion pour Miguel da Costa, ambassadeur d'Angola en poste à Kinshasa, d'organiser la fête de l'indépendance au cours de laquelle il a salué la coopération bilatérale entre Kinshasa et Luanda. Parmi les invités de marque figurent le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, Anita Lomboa et José Dimonekin. C'est sous une ambiance de convivialité que s'est déroulée la célébration du 49e anniversaire de la souveraineté nationale de la République d'Angola le lundi 11 novembre 2024. Plusieurs personnalités, dont le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, ont pris part à ces festivités à la résidence de l'ambassadeur angolais en poste à Kinshasa, Miguel da Costa. À cette occasion, l'ambassadeur d'Angola a salué la solidarité congolaise, fruit d'une amitié de deux peuples unis par les liens historiques et culturels. Il a également rendu hommage aux Angolais qui ont versé de leur sang pour accéder à cette indépendance. À cette occasion, de rappeler ici, avec force et conviction, que votre pays, la République démocratique du Congo, a joué un rôle inestimable dans le processus de l'indépendance africaine en général et celle de l'Angola en particulier. J'aimerais également souligner le caractère fraternel et l'amitié indéfectible de nos deux peuples, liés par les liens historiques et culturels, qui tout au long de cette période sont restés solidaires et soudés.
La République d'Angola a obtenu son indépendance en 1975 en tant que république communiste à part unique sous l'égide du mouvement populaire de la libération de l'Angola MPLA, actuel parti présidentiel. La participation à ces festivités du premier vice-président du Sénat congolais, José Kalalawa Kalala, symbolise la volonté de deux pays à renforcer leurs liens historiques et de collaboration dans différents domaines d'intérêt commun. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, COP29 a ouvert ses portes ce mardi à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan. La première ministre Judith Suminwa y participe, qui est revenue sur le combat que mène la République démocratique du Congo pour sa rétribution équitable au regard de sa position de deuxième poumon climatique du monde. Selon les Nations Unies, ce sommet mondial sur le climat vise à stimuler l'action internationale pour limiter le changement climatique et à engager la transition énergétique. Jemima Mogo, Pompon Umba et Joe Patrick Coucou. Le premier jour des travaux de la conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 a su capturer toute l'intensité d'un enjeu vital pour l'avenir de la planète. À son arrivée, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à ses assises, a été accueillie par Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, au stade olympique de Bakou, un lieu emblématique où se joue l'avenir climatique du monde. La chef du gouvernement a pris la parole, s'engageant avec passion dans les échanges avec les délégations congolaises présentes à Bakou. Dans le stand dédié à la RDC, elle a exhorté ses compatriotes à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, à défendre avec ferveur la cause d'une compensation financière équitable pour les crédits carbone, affirmant que notre richesse naturelle doit être reconnue et valorisée. Nous sommes dans cette position avec nos minéraux stratégiques, mais pour ça, nous devons faire notre part, continuer à travailler par rapport à la transformation. Mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment à la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, ce potentiel que nous offrons au monde et comment nous allons récupérer financièrement ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Aujourd'hui, le plus important maintenant, c'est de faire entendre notre voix et de s'assurer qu'on puisse être rétribué. Ce n'est pas une récompense, c'est une digne rétribution par rapport à ce que nous apportons pour le monde. Et je pense que c'est un message que nous devons tous porter en tant que Congolais. Accompagnée de deux membres de son gouvernement, Eve Bazaïba et Bestine Kazadi, respectivement ministre d'État à l'environnement et ministre délégué près la ministre d'État aux Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et de la francophonie, la première ministre porte avec elle l'espoir d'un changement significatif et durable. Ensemble, elle s'attaque à la crise climatique avec détermination, prête à défendre les intérêts de la nation et de la planète. La COP29 attire un vaste rassemblement des diplomates, de fonctionnaires de l'ONU, des journalistes, de climatologues, de dirigeants syndicaux et d'experts politiques. Près de 67 000 participants se sont mobilisés pour cet événement mondial, illustrant l'ampleur de la responsabilité collective face aux enjeux climatiques. Évaluation à mi-parcours 2021-2024 du processus électoral. Un atelier a ouvert ses portes à Kinshasa. Ces assises de la CENI visent à élaborer les recommandations conséquentes en vue d'améliorer le cadre légal, opérationnel et la gouvernance électorale dans son ensemble. C'est le président Denis Kadima qui a procédé à l'ouverture de cet atelier. Tétis Samba et Geresto Fungi. C'est pendant 2 jours que les travaux de l'atelier d'évaluation à mi-parcours du processus électoral 2021-2024 vont se dérouler à l'hôtel Platinum à Kinshasa. Ouvert ce mardi 12 novembre 2024 par le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi, cette rencontre est une occasion offerte aux membres de l'Assemblée plénière, cadres et agents de la CENI, de s'impliquer pour élaborer des recommandations conséquentes en vue d'améliorer le cadre légal opérationnel et la gouvernance électorale dans son ensemble. Nos travaux s'articulent autour de 2 axes majeurs, le cadre légal comprenant la loi électorale et la loi organique, ainsi que le cadre opérationnel qui couvre différentes activités ayant permis l'organisation des élections combinées du 20 décembre 2023. S'agissant du cadre légal,
je vous invite à mener une analyse approfondie des forces et des faiblesses de la loi électorale en portant une attention particulière sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, la gestion des candidatures, l'organisation des scrutins et la gestion des contentieux. Par ailleurs, je vous invite aussi à examiner attentivement les procédures mises en place pour l'application de cette loi, notamment les mesures d'application et les différents guides de procédures. À la suite du président Denis Kadima Kazadi, le directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques d'Af Banza a procédé à la présentation de la méthodologie devant guider les travaux, faisant la répartition des tâches dans les 6 sous-commissions thématiques qui seront constituées, ce avant que le directeur juridique Edi Kisile ne fasse la lecture des attributions de différentes composantes de ces sous-commissions pour la répartition des tâches dévolues à chacune d'elles. Gestion efficace des armes et munitions, c'est autour de cette thématique que l'équipe dirigeante de programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation réfléchissent à travers une formation qui se tient à Accra, au Ghana. Peggy Mukunda pour le commentaire. Il s'est ouvert aujourd'hui à Accra, au Ghana, la formation du renforcement des capacités sur la gestion efficace des armes et munitions. Pendant 5 jours, les participants à ces assises du Centre international de formation du maintien de la paix, Kofi Annan, seront initiés sur les contrôles, la redevabilité et sur la gestion des armes et munitions afin d'empêcher, réduire et éradiquer la circulation et les cycles infernaux des armes et munitions dans les groupes armés et communautaires. Sachez que l'équipe dirigeante ad intérim du PDDRCS de la coordination nationale, M. William Kapuku Boaboa, et son adjointe en charge de l'administration et des finances, Mme Sylvie Kayo Mobay, et la coordinatrice provinciale du Sud Kivu, Grace Ngabo, prennent part à ces assises pour le compte de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, magistrats civils et militaires sont depuis ce matin en formation sur la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et violences sexuelles. Cette formation organisée par l'Agence belge de développement ENABEL est axée sur l'éthique, la déontologie, le régime disciplinaire et la lutte contre les violences sexuelles. Yvette Makuntima et Junior Bonyoma. Cet atelier de formation intensif organisé par le Conseil supérieur de la magistrature avec le concours de l'Agence belge de développement ENABEL vise à doter et à renforcer les connaissances et compétences de magistrats civils et militaires sur des sujets cruciaux, notamment l'éthique, la déontologie, les régimes disciplinaires et la lutte contre les violences sexuelles. Mieux vaut renforcer les capacités des intervenants dans la lutte contre l'impunité des agresseurs de violences sexuelles, ainsi que contre d'autres pratiques contraires à la loi et aux valeurs, un mal qui gangrène la société congolaise avec des dizaines de milliers de cas. Les dilemmes éthiques auxquels les magistrats peuvent être confrontés seront abordés en leur fournissant des outils pour prendre des décisions conformes aux normes établies. Le Conseil supérieur de la magistrature attend des magistrats formés à l'issue de cet important atelier, la reprise des activités des chambres provinciales de discipline, ainsi que l'amélioration de leur comportement dans le travail quotidien qu'ils réalisent au niveau des parquets, cours et tribunaux. Une formation qui s'inscrit dans les cadres de l'exécution du programme de lutte contre les violences sexuelles mis en œuvre par ENABEL. Notre souhait, c'est faire en sorte que de plus en plus le justiciable soit satisfait des prestations et reconnaisse que la justice lui a été rendue. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette formation de 6 jours. L'Agence belge de développement ENABEL tient à apporter sa pierre dans la lutte contre ces fléaux du millénaire pour réduire, si pas éliminer les violences sexuelles. Arrivée à Mbujimaï au nom du gouvernement, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a rencontré les victimes de la démolition au profit de la RVA Mbujimaï. Elle a mis en place une commission mixte pour identifier et évaluer la situation. Edith Chala nous en parle. Veuve sans emploi, actuellement j'ai 67 ans, au 3e âge, que puis-je faire encore? Toutes les démarches ont été menées. Moi ici, je n'ai reçu aucun rond. Je me retrouve devant cette méchante démolition. Je ne sais pas à quelle fin me vouer. L'émotion que cette intervention a suscitée dans la salle
a emporté même la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Ces victimes expliquent toute la démarche suivie et la surprise des démolitions. 32 hectares rasés pour la bonne cause, soit la construction des infrastructures aéroportuaires à Bipemba, entre les avenues Dodoma et Zaïre. Des écoles descendues avant que les élèves ne soient référés à d'autres écoles. La situation a connu très peu d'attention des autorités politico-administratives locales. En plus de la démolition, les victimes se disent terrorisées par l'État qui doit être leur protecteur. Au regard de la situation, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a décidé la mise en place d'une commission comprenant les membres de sa délégation, les anciennes commissions et les victimes pour une assistance sociale et humanitaire. Cette commission a pour tâche d'identifier toutes les victimes, d'évaluer les besoins pour un efficace accompagnement. Après les échanges, Nathalie Aziza Mounana a effectué une descente sur les lieux du sinistre pour voir les vestiges de ce qui était des habitations avant démolition. L'école primaire 1 et 2 Yolo Nord vient d'être dotée des ordinateurs neufs destinés à la formation des élèves dans le domaine informatique. Une promesse tenue du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite lors de son passage à cet établissement scolaire quelques jours avant la rentrée des classes d'Andinzovo. Des ordinateurs pimpant neufs, 49 au total, logés soigneusement dans une salle réhabilitée et aménagée pour la circonstance. Ceci est une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage dans cet établissement scolaire le 16 septembre dernier. Les responsables de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord apprécient ce geste du président de la République, vu ici comme un élan de modernisation visant à réduire la fracture numérique dans les établissements scolaires publics. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons eu 49 machines. Et quelles sortes de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024. Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation. Dans un monde de plus en plus connecté, la manipulation de l'outil informatique est essentielle pour les jeunes écoliers. Si les parents d'élèves disent toute leur gratitude aux garants de la nation, les enseignants, eux, plaident pour une remise à niveau qui leur permettra d'enrichir les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'apprentissage. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité. Nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. La dotation des ordinateurs à l'EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel en République démocratique du Congo, construit en 1945, marque un tournant louable dans l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envers l'éducation. En offrant aux élèves des ressources modernes, le chef de l'État prouve à quel point l'avenir de l'éducation est prioritaire. D'ici 2025, 5000 femmes vont figurer sur le fichier de paye. C'est le projet d'apprentissage et d'autonomisation des femmes qui s'en charge. Le sujet était au centre d'une rencontre entre le directeur national de la préparation de la paye et de la maîtrise des effectifs des enseignants, Boniface Mbaka, avec les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées. Lucie Laviticinda. Après avoir réuni à Kinshasa les directeurs provinciaux de la DINACOP pour un atelier d'échange sur les actions de ces services, Boniface Mbaka, directeur chef des services de la Direction nationale de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants, a échangé ce mardi 12 novembre avec les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées
partenaires du sous-secteur de l'éducation. Les discussions ont tourné autour du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles ainsi que sur les listings des pays. Par rapport à la chaîne de travail que la MINETA, son Excellence Madame Raïssa Malou Dinanga avait accordé à tous les services centraux. Elle nous a demandé de travailler en collectif avec tous les partenaires qui contribuent à l'éducation nationale, dont ces coordinateurs. Et en obéissance à cette instruction, je me suis empressé d'échanger avec eux en dehors de problèmes administratifs, des effectifs de leur bureau gestionnaire, l'occasion faisant le larron, de donner un communiqué important, celui des salaires qui sont dans le listing, des vrais listings avec salaire de tous leurs agents, avoir un œil regardant sur des recrutements des enseignantes que les partenariats avec la Banque mondiale a exigé. L'intégration du personnel enseignant des 5000 femmes sur les fichiers des pays de la DINACOP d'ici 2025, tel est l'objectif poursuivi par ce projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, l'un des projets phares du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui centre ses actions sur la gente féminine avec l'appui financier de la Banque mondiale. Elle vient d'entamer une tournée dans le vieux continent. La ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, a participé dimanche dernier à la première conférence ministérielle du Forum des partenariats Russie-Afrique qui se tient à Sochi. Edith Chala. Cette conférence qui réunit les ministres des Affaires étrangères de la Fédération des Russies et des États africains membres de l'ONU intervient après le sommet de BRICS d'octobre dernier à Kazan, le plus grand événement organisé en Russie depuis la guerre avec l'Ukraine. Elle vise également à évaluer les exigences des deux déclarations adoptées lors des deux autres sommets russo-afrique, dont l'objet était de déterminer les perspectives futures de coopération afin de mieux répondre aux exigences et aspirations africaines. À Saint-Pétersbourg, en juillet 2023, une résolution avait été adoptée en vue d'une coopération accrue dans les domaines de l'approvisionnement alimentaire, de l'énergie et de l'aide au développement. Plus tôt à Sochi en 2019, il avait été question de fixer les objectifs et orientations de développement de la coopération Russie-Afrique dans toutes ses dimensions, politiques, sécuritaires, économiques, scientifiques et technologiques, culturelles et humanitaires. En marge de cette conférence, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaïkwamba-Wagner, a eu une rencontre bilatérale avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, au cours de laquelle elle a relevé la qualité excellente des relations entre la République démocratique du Congo et la Russie. La chef de la diplomatie congolaise a réitéré le souhait de la RDC d'amplifier cette coopération à travers de nombreux partenaires et investissements plus importants. Tout en reconnaissant le rôle prépondérant joué par la Russie, membre influent du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans les questions africaines et particulièrement celles de la RDC, Thérèse Kaïkwamba-Wagner a souligné le caractère stratégique pour la République démocratique du Congo de participer aux discussions autour de l'avenir du monde. À présent, Chimène Dondo nous parle de la rentrée académique 2024-2025 à l'ISIPA. Regardez. On va faire le mémoire. Nous allons fermer les portes à partir de 8h30, 8h30. Après l'ouverture de l'année académique 2024-2025 par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en date du lundi 28 octobre 2024, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, a lancé la reprise de cours depuis le lundi 4 novembre 2024 sous le management éclairé de son directeur général Martin Ekanda Ondimba. Il s'est d'abord tenu une semaine d'information et d'orientation de nouveaux étudiants inscrits avant de commencer effectivement le matière de chaque filière. Les cours, ça se passe très bien. On avait débuté depuis le 4. Donc, j'ai choisi l'ISIPA parce qu'il formait bien et c'est une très bonne institution pour ma formation en génie logiciel. Déjà, premièrement, j'ai choisi la communication numérique parce que c'est la filière que j'aime. J'ai vu comment on enseignait. En tout cas, ça se passe très très bien. Déjà, j'ai eu l'expérience à partir de mes grandes sœurs qui ont fini aussi ici. En tout cas, elles m'ont dit que ici c'est la base. La communication numérique et l'informatique et tout, c'est vraiment la base. Le corps académique et les étudiants ont répondu présents à cet appel, rappelant que les inscriptions en cours
tendent déjà vers la clôture vu le nombre de places limitées. Et lui, c'est un Congolais qui vit en Suisse, à Fribourg. Il a même installé son siège, mais son âme est restée au Congo, la terre de ses ancêtres. Parmi le projet phare pour la République démocratique du Congo figure un parc agro-industriel à Mbanza-Ngungu, un projet agricole qui contribuera sans nul doute à l'autosuffisance alimentaire. Gandhi Molé, c'est de lui qu'il s'agit. Cet investisseur congolais a répondu aux questions de Gaëtan Magalano, axées sur le pourquoi investir en RDC. Regardez. À Fribourg, en Suisse, un Congolais attaché à la mère patrie cogite chaque matin dans son bureau du groupe MOL sur comment révolutionner le secteur agricole en RDC. Parmi le projet ambitieux figure la mise en place du parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu, l'un des plus importants projets agroalimentaires en RDC, un investissement de près d'$1 milliard. Gandhi Molé a exprimé son attachement personnel à ces projets qui lui tient particulièrement à cœur. C'est depuis 2021 que je le travaille, moi et mon équipe. Les potentiels de l'RDC sont quand même énormes. Aujourd'hui, on estime que l'RDC peut rivaliser des pays comme le Brésil. En termes de climat, en termes de qualité de terre, l'RDC a la capacité de pouvoir répondre déjà à la consommation locale. Un mois après sa visite à Kinshasa, où il a pu entamer la première discussion avec le gouvernement et divers bailleurs de fonds, le directeur général s'y montre optimiste. Les choses avancent bien, plusieurs séances ont eu lieu entre le gouvernement, entre l'équipe Molé Group, entre certains bailleurs de fonds, notamment le NUDI avec qui les conversations sont avancées. Le parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu s'impose comme une réponse audacieuse à la dépendance marquée de la RDC aux importations de produits alimentaires de première nécessité tels que le riz, la farine de blé, le sucre et tant d'autres. Revenons en République démocratique du Congo où les inégalités de développement entre villes sont criantes. Le ministre délégué à l'urbanisme et en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, veut se servir de l'expertise des autres pour réduire les écarts. L'ambassadeur de Pays-Bas a été consulté pour ce faire. Bien avant, Tengetelito a échangé avec le maire de Guémena. Le manque criant des frais d'installation était un point évoqué. Luisette Sakala. Les disparités de développement entre les villes congolaises sont criantes. Le ministre délégué à l'urbanisme ayant en charge la politique de la ville, Didier Tengetelito, qui a échangé avec l'ambassadeur des Pays-Bas en RDC, Angèle Samoura, est déterminé à réduire ces inégalités de développement entre les villes de la République démocratique du Congo. Et pour atteindre cet objectif, Tengetelito veut s'imprégner des modèles des autres. Les villes de Rotterdam, Amsterdam, peuvent inspirer le ministre de la Ville. Je suis ravie d'être ici avec monsieur le ministre pour échanger sur tous les défis, les problèmes des grandes villes, du ville de Kinshasa, mais aussi des autres villes en RDC. Et comment on peut appuyer en tant que Pays-Bas avec notre expertise, le travail, la rêve de monsieur le ministre. Je suis très satisfait, on a eu un très bel échange, on a abouti beaucoup des choses et je pense que M. le ministre et son équipe ont une très bonne analyse des problèmes mais surtout aussi des solutions qui sont possibles. Jacob Louba, maire de Guémena, lui est venu présenter ses civilités au ministre et a saisi cette opportunité pour évoquer les difficultés que rencontre sa ville. Un atelier de tous les maires de la RDC est prévu dans les tout prochains jours pour adopter une feuille de route. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Joël Mounanga. Il est le secrétaire général de l'association Banakin qui fête ses 35 ans d'existence. Monsieur Joël, bonsoir. Bonsoir madame. Banakin, on venait tenter de connaître quelles sont les valeurs de Banakin. Puisque nous parlons des 35 ans d'existence de l'ASP Banakin, laissez-moi vous dire que l'ASP Banakin a été créée le 9 octobre 1989. Elle base toute sa volonté sur l'opiniâtreté quinoise de se voir être embellie et reconnue comme étant une culture entière de Quinois qui ont une volonté de voir s'éclore au sein du Congo
une volonté de développement de leur belle ville. Quel est le programme que vous avez prévu pour cette célébration? Ça va se passer comment? Permettez-moi, madame, tout d'abord de féliciter ou de souhaiter au chef de l'État, président de la République, un joyeux anniversaire des 35 ans des Banakines, parce qu'il en est membre et qui aujourd'hui représente l'incarnation des valeurs quinoises à la tête de la République démocratique du Congo. Au-delà de cela, je félicite aussi le président, son Excellence Godard Motemona, vice-ministre de Mines, qui, par son leadership, a fait quand même de la SPL Banakine, il faut le préciser, une association qui fait parler d'elle partout dans le monde. Nous sommes en fait un lobbying essentiel pour nous battre contre tout ce qui est anti-valeur. Tout ce qui est anti-valeur, qui gangrène la ville de Kinshasa et qui ôte tout le prestige aux Quinoises et Quinois. Nous organisons à partir de ce mercredi 13 le lancement de la semaine quinoise par une messe d'action de grâce qui se tiendra à 13h à l'église Saint-Joseph de Matongé. Et après, il y aura un cocktail suivi concomitamment, bien sûr, avec le lancement du tournoi de football interdistrict qui se tiendra au niveau du terrain annexe du stade de Martyr. Nous avons au-delà de cela, le 14, il y aura une conférence qui se déroulera au centre Wallonie-Bruxelles, où nous verrons s'exprimer tour à tour Madame Ketia Mokuna, son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Jean-Pierre Timanga Bouana, son Excellence Marc Ekila, qui, à l'aide de leur savoir-faire, partageront avec les Quinois et Quinoises la volonté ou leur pensée de développement sur certains secteurs qui posent encore problème. La ville de Kinshasa regorge des intellectuels, également l'association Banakine. Alors, quel est l'apport de ces Quinois ici en République? Nous allons commencer par l'apport du président de la République, qui est le premier d'entre nous à être élevé à ces niveaux-là et à faire que le Congo et le monde l'admirent. Vous voyez, le monde entier parle de l'intelligence aiguë de cet homme et de sa capacité de comprendre et de bien expliquer les choses. Nous parlerons aussi de notre apport intellectuel par rapport à tout ce que nous faisons dans la ville de Kinshasa et dans ce que nous dirons encore à la conférence qui y aura demain. Merci beaucoup. J'espère que votre message est passé. Je rappelle là que je recevais pour vous le secrétaire général de Banakine, M. Joël Munanga. C'est le 11 novembre 1918 que les hostilités de la Première Guerre mondiale ont pris fin. Pour être précis, c'était à 5 h du matin, un conflit déclenché en 1914 par l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc François Ferdinand, entraînant ainsi l'embrasement de l'Europe par les jeux des alliances. Je vous propose plutôt à suivre cette réflexion de la RTNC. Entre 1914 et 1918, le monde connaît sa première grande guerre. L'Afrique est encore coloniale. L'armistice, célébré ce 11 novembre 2024, a été signé à Forêt de Compiègne en France le 11 novembre 1918 pour mettre fin provisoirement à ces hostilités. La République démocratique du Congo, alors Congo belge, y a joué un rôle important, même si la force publique n'a pas été récompensée à juste titre. Enclavé entre la France à l'ouest et au nord, la Grande-Bretagne au sud et au nord-est, le Congo belge est en face de l'Afrique orientale, allemande à l'est, le Rwanda, Burundi et la Tanzanie. Les conquêtes de la force publique de Kigali, le 6 mai, Usumbura, le 6 juin, Kigoma, en juillet, sans être exhaustifs, ont permis à la France, à la Belgique et à la Grande-Bretagne d'étendre leur possession coloniale. L'armistice, c'est donc aussi un moment de célébration de la force publique devenue forces armées de la République démocratique du Congo pour cette énorme contribution à la paix mondiale. Les hommes des troupes de cette force publique, dont le dernier des survivants s'est éteint l'année dernière, méritent une reconnaissance nationale et même internationale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Jemima Mogo. Demain 7h, Eurydice Kitutu. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.